j'ai passé tout le mois de juillet à lire la biographie de Steve Jobs et du coup dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 principes marketing méconnus d'Apple qui ont fait leur succès de l'époque et qui font encore leur succès d'aujourd'hui. On perd pas de temps, c'est parti, on attaque. Donc, Mr. Steve Jobs, c'est la biographie écrite par Walter Isaacson et il a couru après... Non, c'est Steve Jobs qui est venu le voir pour lui dire « Écoute, j'aimerais bien que tu fasses ma bio, etc. » Et Walter lui a expliqué grosso modo que voilà, tant que tu n'avais pas encore bien vécu, on n'allait pas pouvoir la faire maintenant. Le truc, c'est que Steve Jobs, lui, savait qu'il était malade et Walter l'ignorait totalement. Et à un moment, c'est la femme de Steve Jobs qui a appelé Walter pour dire « Écoute, si tu veux faire ta bio, c'est maintenant parce que Steve ne va pas tarder à y passer. » Donc voilà, donc du coup, on a un très beau livre où il a été chercher différents contacts, différentes personnes que Steve Jobs avait côtoyées et on a pu retracer du coup tout son chemin. Mais bon, toi, ce qui t'intéresse dans tous les cas, ce sont les principes marketing et je vais y revenir dès maintenant. Donc en 1977, ils ont créé un document qui s'appelle, un document d'une page qui s'appelle The Apple Marketing Philosophy. Et ce document, en fait, il n'a pas été créé par Steve Jobs, il a été créé par ce monsieur qui est Mike Markula, qui s'occupe du marketing, qui s'est occupé du marketing chez Fairchild et également chez Intel. Et du coup, ça lui a valu une belle somme d'argent qui lui a permis d'être retraité à 33 ans. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce gars-là est arrivé avec un vrai bagage en termes de marketing, de connaissances et d'expérience business, surtout qu'à l'époque, Apple, c'était vraiment le bordel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a investi, donc il a investi 250 000 $ en échange d'un tiers du capital d'Apple. Donc c'est, je pense, un très beau pari parce que là aujourd'hui, il s'est mis très bien. Je crois qu'en termes de net worth, il a plus d'1 milliard à vérifier, mais voilà, c'est l'un des investissements, je pense, les plus rentables de sa vie. Donc on va voir les 3 principes. Donc ce sont les 3 principes aujourd'hui qui vraiment ont fait le succès d'Apple à ses débuts et qui aujourd'hui, tu vas le voir, sont encore utilisés et surtout que tu vas pouvoir toi-même te réapproprier pour ton marketing, ton business, ta personal brand, etc. Principe numéro 1, l'empathie. Donc principe numéro 1, l'empathie. Je vais te mettre juste en dessous, après chaque principe, la citation du livre exact, comme ça tu auras les mots et tu vas voir comment on va pouvoir travailler dessus. Donc, we truly understand their needs better than any other company. En gros, le point dessus qui est mentionné dans le livre, c'est qu'il faut vraiment comprendre ses clients. Vraiment. Plus tu comprends tes clients, plus tu comprends leurs besoins, plus tu comprends ton audience ou autre, plus tu vas pouvoir créer quelque chose de pertinent derrière pour eux. Okay, on a plusieurs exemples avec Apple notamment, quand ils ont lancé typiquement l'iPhone. Okay. À l'époque, tous les téléphones tactiles avaient des stylets, des trucs comme ça, etc. Et je me rappelle, lors de sa conférence, Steve Jobs a dit « Ouais, les stylets, ça fait chier tout le monde, on le perd facilement, etc. » Alors qu'on est tous nés avec 10 stylets au bout des doigts. Et donc voilà. Donc ça, c'était justement des choses qu'il a mis en place après avoir capté les besoins de ses clients. Il y avait aussi l'exemple du Genius Bar. Je sais qu'ils avaient fait une sorte de pool avec différents utilisateurs tests. Et c'était, OK, quelle est la meilleure expérience que vous ayez reçue en termes de service après-vente, en termes même de qualité de service. Et les gens ne disaient pas, ouais, c'était quand j'étais chez le cybercafé ou chez l'ingénieur de je sais pas quoi pour réparer mon appareil. Non, ça a toujours été le standing, par exemple, dans les hôtels de luxe, dans les trucs comme ça. Et du coup, Steve Jobs, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, OK, on va reprendre ces différents critères, ces différents retours, ces différents standings, et les mettre chez Apple. Et c'est comme ça que sont nés les Genius Bar. Et c'est pour ça que quand tu vas aujourd'hui dans un Genius Bar, tu n'as pas une simple expérience, tu arrives, tu as quelqu'un qui te reçoit, on te demande ton numéro, tu es vraiment carré, tu as limite un service hôtelier dans une boîte tech, et ça, c'est puissant. Donc, comment mettre en pratique ce principe numéro 1 ? Ça va être très simple. Moi, c'est un truc que je recommande déjà à mes clients et même à toutes les personnes à qui je parle. C'est donc si tu veux faire dans ton business, ça va être de créer un formulaire dans lequel tu vas poser des questions précises sur, par exemple, OK, qu'est-ce qui fait que ton client a choisi d'acheter chez toi ? Qu'est-ce qui lui a permis de passer à l'action ? Quels étaient peut-être ses doutes, ses craintes avant de travailler avec toi ? Tu peux également le faire dans ton contenu, si tu as des fois des périodes de troubles, de doutes, tout ça, et que tu as envie de, je sais pas, genre passer à une autre step
Donc faire des stories, demander précisément ce que veulent les gens. Tu peux également mettre en place des appels de consulting, des appels même d'audit gratuits. Et dans ces appels-là, en fait, tu vas pouvoir récupérer exactement les mots de tes clients, de tes viewers, de tes prospects, de tout ça, et les mettre du coup en place dans ton marketing, que ce soit sur ton site, que ce soit dans ton contenu. Et c'est très puissant. C'est très puissant parce que ça va te permettre en fait de reprendre les mots. Je me suis mis une petite note là juste en dessous. En fait, c'est que la réalité sera toujours plus puissante que les projections faites par intelligence artificielle. Aujourd'hui, typiquement, donc là, dans le cas des avatars clients, il y a beaucoup de personnes qui vont demander à ChatGPT, à Claude, voilà, dresse-moi l'avatar client de telle personne, avec tel âge, tel truc comme ça, etc. Et en fait, l'IA va te faire une projection, va te faire une fiche, va te faire tout ce que tu veux. Mais par contre, ça sera toujours basé sur du, ok? C'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais en gros, il va se baser sur des recherches qu'il va faire un peu sur Internet, etc., qu'il va aller voir je sais pas, genre les forums style Reddit, sur YouTube, dans les commentaires parfois un peu. Mais tout ça, ça sera toujours moins puissant que les vrais mots de tes clients et les vrais mots de ton audience. Donc voilà, je te recommande activement de mettre ça en place. Donc ensuite, où les récolter, par exemple, ça peut être dans tes appels, ce que je viens de dire là juste avant, tes DM, les commentaires sur les vidéos, ou même sous les vidéos de tes concurrents. Et signal que ça marche, c'est quand les gens commentent. C'est exactement ça où tu es dans ma tête. Petite astuce aussi par rapport à ça, quand tu as envie de créer un contenu, essaye de ne pas juste te dire « Ok, je vais créer un contenu sur cette idée, sur cet angle, tout ça », mais dis-toi « Ok, à quoi doit ressembler la section commentaires de mon contenu ? Quels sont les commentaires que j'ai envie de lire ?» Et ça, typiquement, c'est le genre de commentaires que tu as envie de lire. Alors, pour que la personne se dise « Ouais, c'est exactement ça, il est dans ma tête. » En fait, c'est ok, comprendre encore mieux que le client ses propres besoins, et ensuite lui donner, quoi, tout simplement. Donne-leur ce qu'ils veulent, pas ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est une phrase marketing qui est vieille comme le monde. Je crois même que la phrase, normalement, c'est « Vends-leur ce qu'ils veulent et offre-leur ce dont ils ont besoin ». C'est toi l'expert, c'est toi qui as l'expertise, donc tu sais déjà dans ta tête, tu sais déjà même par ton expérience, ce dont a besoin la personne. Mais des fois, la personne, elle veut autre chose. Et il va falloir tout un cheminement, on va dire, pour l'amener finalement à son besoin, même si tu le savais dès le début. Et ça, tu t'en fous, parce que dans tous les cas, si tu veux vendre et si tu veux passer une step, il faut que tu lui donnes en fait ce qu'il veut, tout simplement. Principe numéro 2, le focus. La phrase, c'est « We must eliminate all of the unimportant opportunities ». J'ai pas le meilleur accent anglais, on s'en fout. Ce qu'il faut comprendre, c'est, en gros, dans le livre, comme il explique, la plupart des CEO, ils vont avoir tendance à perdre leur temps sur des choses qui ne servent à rien. Okay, un exemple concret, c'est j'avais rencontré Olivier Roland je crois que c'était il y a 6 ans de ça, un entrepreneur assez connu sur YouTube, et il m'avait dit, ok, comment savoir si tu es en train de faire les bonnes actions? C'est simplement savoir est-ce que ces actions-là t'ont permis d'atteindre un résultat qui va te faire avancer dans ton business. Un exemple qui m'avait pris, que j'ai trouvé très marquant, c'est que si demain tu te mets à pousser la tour Eiffel, okay, tu peux pousser toute la journée de toutes tes forces, à la fin, il y a de grandes chances que la tour Eiffel n'ait pas bougé d'un poil. D'accord ? Est-ce que tu as travaillé ? Oui. Est-ce que tu as travaillé dur ? Oui. Par contre, est-ce que tu as travaillé efficacement et sur la bonne tâche ? Non. Donc c'est exactement ça. Et aujourd'hui, donc là je l'ai écrit juste en dessous, voilà. Aujourd'hui, on a un gros problème, c'est qu'on a l'IA. Et l'IA, pour moi, c'est un poison super toxique tueur de productivité. Pourquoi ? Parce que l'IA, de base, a été créée pour te permettre justement de pouvoir faire plus. Donc, ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir augmenter, on va dire, la qualité et la quantité de tes inputs. Néanmoins, je trouve que ça accentue le phénomène de shiny object. C'est-à-dire que tu vas commencer à avoir plein d'opportunités, à te dire que ça c'est possible, ça c'est possible. En plus, avec Claude Code, tu peux littéralement matérialiser toutes tes envies, tous tes besoins. Et le problème, c'est qu'à être partout, finalement, tu es nulle part. Et on revient finalement à une sorte de boucle où la base, c'est de faire des choses. Après, tu vas arriver à un moment où tu vas dire « Ouais, mais je peux faire tout, etc. » Enfin, je peux tout faire, etc. Et à la fin, tu vas plus perdre de temps qu'autre chose. Tu vas être beaucoup moins productif. Et à la fin, tu reviens à un truc beaucoup plus simple et te dire que la base, c'est de faire les choses, tout simplement. Bref, ce qui tue le focus, c'est la distraction. Donc, deuxième point très important. Aujourd'hui, on est encore une fois à une époque où tout va vite. Le service est rapide, la consommation est rapide. Tu as envie de regarder une série,
Netflix, tu as le catalogue du monde entier sous tes yeux. Tu as envie de commander à manger, Uber Eats, Deliveroo, etc. Boum, en, je sais pas, genre 5-10 minutes, ta commande, elle est prête. Elle arrive chez toi. Tinder, pareil. Tinder, Hinge, tu swipes à gauche, tu swipes à droite, boum, tu peux trouver l'amour très rapidement. Toute cette accessibilité fait qu'on est beaucoup moins focus et du coup, qu'on perd en efficacité sur tout ce qu'on a à faire de manière générale. Comment mettre en pratique ce deuxième principe dans ta personal brand? Ça va être simple. Focus sur une seule mission, focus sur un seul mécanisme et focus sur une seule promesse. Quand je dis focus sur une seule mission, c'est-à-dire que tu ne peux pas arriver et dire « Ok, aujourd'hui, j'ai envie d'aider, je sais pas, genre les femmes à s'émanciper. » Puis le lendemain, tu dis « Ouais, mais en fait, finalement, j'ai envie d'aider les personnes qui partent d'en bas à monter. » Et finalement, en fait, si tu commences à avoir plusieurs combats, en fait, c'est dur et tu dilues l'essence même de ta personal brand. Généralement, tu vois que les grosses personal brands sont des personnes qui ont un seul ennemi commun et qui s'acharnent contre lui tout au long. Et d'un point de vue organisation/business, écris tout ce que tu fais, donc tout ce sur quoi tu bosses, donc plateforme, format, offre, etc. Et en fait, pour chaque point que tu auras listé, tu vas te poser la question suivante. Est-ce que ça me rapproche activement de mon objectif? Si la réponse est oui, tu gardes. Si la réponse est non, tu coupes. Je te dis ça parce que moi, aujourd'hui, j'ai encore du mal sur cette partie-là et je pense que finalement, c'est l'un des plus gros challenges des CEO et même des personnes qui souhaitent développer leur brand ou peu importe ce que tu fais, c'est de savoir quelles sont les bonnes choses à faire et est-ce que actuellement tu es en train de faire les bonnes choses? Est-ce que tu es en train de travailler sur la bonne tâche et avec tous les ennemis qui sont autour, à savoir la distraction, à savoir le fait de, des fois aussi, manquer de focus et tout ça, c'est dur de garder le cap et d'être pleinement conscient de ce point-là. Donc voilà, vraiment faire ce travail activement. En tout cas, chez Apple, c'est un truc qu'ils ont fait depuis le début et qu'ils font toujours jusqu'à présent. Et enfin, le dernier point, ce qu'ils ont appelé l'input. L'input, et qui est c'est pas vraiment l'input en plus, c'est très bizarre, mais c'est comme ça qui a été traduit en... Enfin, ça, c'est le terme anglais. Et en français, c'était l'incarnation. Donc, bref, j'y arrive. La citation, c'est « People do judge a book by its cover ». Okay, c'est-à-dire que, grosso modo, les gens jugent un livre à sa couverture. La traduction FR, donc ouais, voilà, c'était l'incarnation. Mais il y a eu plein de textes qui disaient que c'était pas vraiment ça. Donc finalement, la meilleure façon pour moi de traduire cette partie-là, c'est que le signal correspond à la promesse. Voilà, les gens jugent un livre à sa couverture, l'habit fait le moine. Nous pouvons avoir le meilleur produit, la meilleure qualité. Si on le présente de façon bâclée, il sera perçu comme bâclé. Et ça, c'est super important. Et finalement, je trouve que ce mot incarnation, il fait totalement sens ici. C'est quelle est l'image que tu renvoies, quelle est la chose que tu renvoies avant même que tu aies pu ouvrir la bouche. Typiquement, aujourd'hui, sur les réseaux, avant qu'on ait travaillé avec toi, personne ne peut évaluer tes skills. C'est-à-dire que souvent, et c'est même pour ça qu'on a ce souci-là, il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais je comprends pas, j'ai des concurrents qui sont moins bons que moi », parce qu'eux-mêmes ont l'expertise et savent qu'ils sont meilleurs qu'eux, mais par contre, ils ont plus de clients que moi. Parce qu'en fait, les clients, ils en savent rien, en fait, que tu es moins bon ou qu'un tel est plus fort ou peu importe. Parce que eux, en fait, la seule chose qu'ils voient, c'est la vitrine. C'est comment tu présentes, comment tu t'exprimes, qu'est-ce que tu véhicules comme idée. Et à partir de ça, c'est là qu'ils vont trancher. Et tant que ces clients-là n'ont pas travaillé avec toi ou avec lui, ils n'en savent rien. Mais vraiment, la seule chose qui vous différencie, c'est ça. Donc, travaille bien cette partie-là. Parce que ce qu'on va juger aujourd'hui, ça va être justement ta photo, ta bio, tes visuels, ta page de vente, ton process d'onboarding. Et tous ces petits points, mis bout à bout, font qu'on va se faire une idée de toi avant même de travailler avec toi. Donc ça, c'est super, super important. Tu vas lister tout ce qu'un inconnu va voir avant de pouvoir juger son travail et tu vas les ranger du coup dans l'ordre chronologique du premier contact. Le but en fait ici, ça va être de se dire, ok, faire une liste cohérente, objective de ce qu'on voit. Est-ce que ça va être justement ton compte Instagram, ta bio, tes stories, les visuels, les covers, la musique que tu utilises. En fait, le but vraiment, ça va être de créer l'univers que tu as envie de créer et faire en sorte que cet univers-là soit en cohérence et en accord avec l'image que tu as envie de renvoyer et surtout les clients que tu as envie envie d'aller chercher. Par rapport à ça, c'est pour ça que moi j'aime bien dire, il faut vraiment faire très attention. Moi j'aime bien vraiment avoir ce côté premium, entre guillemets, c'est-à-dire essayer de toujours avoir
une belle image, un bon son, des bonnes musiques et des visuels assez travaillés pour que lorsqu'on arrive sur mon compte, on se dise « Ok, cette personne-là, elle a l'air de faire les choses de manière clean, de manière carrée. Certes, ça veut pas forcément dire grand-chose, mais comme tu as pu le voir, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas bossé avec toi, on ne sait pas du tout ce que tu peux faire. Donc certes, maintenant, il y a aussi les témoignages clients, tout ça, mais mine de rien, je crois que la citation, c'est « t'as qu'une seule chance de faire une bonne première impression. » Voilà. Et vaut mieux mettre toutes les cartes de son côté à ce moment-là pour pouvoir essayer d'avoir un maximum d'opportunités. Pour te dire même la petite anecdote par rapport à ça, c'est des conseils que j'ai donnés à d'autres personnes et à d'autres clients. Aujourd'hui, si tu as une très très belle vitrine, d'accord, et que tu as genre zéro expertise, parce que maintenant, mine de rien, avec l'IA, tu peux, entre guillemets, avoir tout le savoir du monde et en quantité et de manière très qualitative, tu peux littéralement avoir des clients, si tu sais bien vendre, sans avoir rien fait au préalable. Pourquoi? Parce que tu présentes bien, parce que justement, tu as soigné ta vitrine. Donc voilà, je t'invite à bien le faire. Et c'était le troisième principe. Je commence à être un peu fatigué. Ok, troisième point, est-ce que ça correspond à l'image que tu veux incarner? Donc c'est ce que je viens de dire. Et on est bon. Donc typiquement, quand tu as un coach premium, que tu vends des services typiquement à, je sais pas, genre 5 000, 6 000, 7 000, 10 000 euros et que tu as un contenu éclaté, je suis désolé, pour moi, c'est pas possible. Imagine, c'est comme si demain, tu allais chez Louis Vuitton, chez n'importe quelle marque de luxe, et que quand tu arrivais, ça ressemblait à Primark. C'est un peu bizarre. Alors, je sais pas, genre, t'arrives, ça pue, les vendeurs sont mal habillés, ils ont des trous sur leurs trucs, sur leurs vêtements, etc. T'as pas envie de leur faire confiance. Tu te dis pas, ah, là, il y a vraiment un service de qualité. Généralement, quand tu arrives dans une boutique de luxe, on te sert le champagne, on te sert le petit verre, on te sert le truc. Tu as vraiment toute une expérience qui fait que, avant même d'avoir acheté, d'avoir consommé chez eux, tu sais déjà plus ou moins à quoi t'attendre. Et bien, c'est la même chose avec ta brand. Bref, j'espère que ça t'a aidé. Là, j'essaie de la structurer un peu plus, cette vidéo. Normalement, d'un point de vue value, on devrait y être. Et je te donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Ciao!